Bonjour professeur Bailly, Bonjour. merci de nous accueillir dans votre bureau. Avec plaisir. C'est toujours un plaisir de vous voir. Merci. Face aux crises internationales qui sont de plus en plus violentes et qui se pérennisent, comme au Moyen-Orient, on observe que les institutions mondiales telles que l'ONU ou le Conseil de sécurité semblent incapables de stabiliser les situations ou d'imposer des décisions collectives. Dans ce contexte, comment expliquer que la France, qui autrefois jouait un rôle de médiateur influent, peine aujourd'hui à faire entendre sa voix? Est-ce que c'est le signe d'un affaiblissement de la légitimité occidentale? Et quelle pourrait être sa contribution légitime dans ces prochaines années? Alors, il y a deux façons de répondre à cette question, parce que il y a deux processus complémentaires qui jouent. Le premier est celui de l'incapacité institutionnelle. Le deuxième est celui de la volonté. Vous savez, en politique, il y a ce que l'on veut faire et ce que l'on peut faire. Nous sommes dans un monde qui se caractérise depuis 1945 par l'apparition de conflits de forme tout à fait nouvelle qui défient le vieux et traditionnel conflit opposant des États de puissance équivalente et de capacités semblables autour de ce que l'on appelait une compétition de puissance. Et donc, lorsque deux États se font face, y compris par la guerre dans une compétition de puissance, il y a quantité de façons répertoriées d'arrêter. C'est-à-dire, il y a d'abord ce que Clausewitz appelait la bataille décisive. Le vainqueur va imposer sa volonté au vaincu. Aujourd'hui, il n'y a plus de bataille décisive. Et si vous avez remarqué, les guerres ne se perdent pas et ne se gagnent pas, ce qui est déjà quelque chose qui ressemble à du brouillard. Deuxièmement, quand il s'agit simplement d'une confrontation de puissance, eh bien, on sort de la guerre par le compromis. C'est-à-dire, on trouve un accommodement de puissance entre ces deux princes qui s'affrontaient. Aujourd'hui, la guerre, c'est plus du tout ça, parce que il y a tout un mécanisme d'appropriation sociale, de pénétration de la guerre à l'intérieur des espaces sociaux, ce qui rend en même temps la médiation, la négociation, le compromis d'autant plus difficile et qui justement ruine aussi l'efficacité des instruments militaires. Quand c'est tout un jeu social qui est impliqué, comme par exemple en Ukraine ou en Palestine, la possibilité d'une transaction de prince à prince devient pratiquement impossible. Pourquoi Zelensky et Poutine ne s'assoient pas à la même table? Eh bien parce que derrière Zelensky, il y a tout un peuple, une volonté sociale, une résilience sociale avec laquelle il est difficile de négocier. Pourquoi la puissance de feu d'Israël ne vient pas à bout des Palestiniens? Parce que il y a une résistance sociale de la part des Palestiniens qui transcende les logiques de puissance et avec laquelle il est difficile de négocier. Et puis, il y a un deuxième aspect qui est l'aspect volonté. Est-ce que aujourd'hui les diplomaties mondiales ont une volonté de paix? C'est douloureux à dire, mais je ne le crois pas. Consciemment ou inconsciemment, les princes, aujourd'hui, ont besoin soit de la guerre pour alimenter leur pouvoir politique, un Poutine, un Netanyahou, un Kagame, pour prendre ces trois exemples, hélas, les plus significatifs aujourd'hui, soit ont besoin de l'indifférence, c'est-à-dire considèrent que l'indifférence ou la distanciation par rapport à un conflit, c'est la solution la plus économique. C'est la plus économique parce que ne pas participer à une guerre, c'est plus économique que d'y participer, mais ne pas s'investir dans la tentative difficile d'un règlement, c'est aussi une bonne opération sur le plan diplomatique. Refuser de sanctionner Israël alors qu'on en est à près de 60 000 morts officiels à Gaza, refuser de s'engager face à un conflit style le conflit du Soudan ou le conflit en République démocratique du Congo, c'est considéré comme plutôt une bonne affaire. Autrefois, la diplomatie de l'indifférence n'était pas très rémunératrice, parce que la neutralité, sauf exception, la Suisse par exemple, où vous êtes, elle ne rapportait pas grand-chose. Aujourd'hui, ça tente à être le contraire, et cette indifférence
des chancelleries, les peuples souffrants la payent très cher. Eh bien, merci beaucoup pour votre réponse. Notre seconde question était, vous avez écrit que la jeune génération aspire à une paix sociale à travers des formes d'amitié, d'empathie, de mobilité et d'hospitalité. Là réside peut-être la voie de la paix de demain. Toutefois, dans un contexte international où la loi du plus fort semble redevenir la norme, au mépris du bien commun et des droits fondamentaux, comment pensez-vous que ces valeurs portées par la jeunesse pourraient réellement peser dans les rapports de force actuels, notamment au Moyen-Orient? La jeunesse pourrait-elle constituer un levier crédible de transformation des logiques de pouvoir? Vous aimeriez bien, et moi j'aimerais bien aussi, n'est-ce pas? Même si moi je suis pas jeune, contrairement à vous. D'abord, je voudrais dire quelque chose d'intuitif. Ces paroles que vous rapportez, pour résumer un peu, parce que la réalité est plus complexe, dérivent d'une expérience que j'ai menée. C'est-à-dire que quand je tiens ce discours sur la paix à des jeunes, ils comprennent tout de suite. Alors que des personnes plus âgées, peut-être de ma génération, nourries par l'histoire de guerre qu'elles ont souvent vécue, sont beaucoup plus sceptiques. Donc c'est cette intuition-là que j'ai voulu mener jusqu'à son terme. Eh bien, derrière cette intuition se cache une explication rationnelle. C'est que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est celle de la mondialité, comme dirait Édouard Glissant ou Patrick Chamoiseau, c'est-à-dire la jeunesse d'aujourd'hui, contrairement aux générations précédentes, se sent dans le monde et comprend que l'empathie mondiale est une des forces structurantes de la nouvelle vie sociale. C'est-à-dire, quand on est jeune, on aspire à faire une partie de ses études, comme on dit, à l'étranger, mais vous verrez que ce mot « à l'étranger » va bientôt disparaître, on dira quelque part dans le monde. Ils aiment cultiver des amitiés aussi orientées vers d'autres continents, et ils ont, ces jeunes, un regard sur la migration qui est infiniment plus positif que tout ce que l'on nous explique actuellement. Mais, contrairement à ce que vous disiez, moi je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur que cela vienne à s'étioler. Parce que vous dites un retour du rapport de force. Non, non. Il y a une pérennité de la force. C'est vrai. Depuis 1945, on compte 500 guerres. C'est-à-dire on est en train de battre un record en nombre de guerres par an. 2024 est depuis 1945 l'année où on a compté le plus de guerres. C'est pas moi qui le dis, c'est le PRIO. Donc je ne parlerai pas d'un retour du rapport de force, parce que ce rapport de force ne fait plus le travail qu'il accomplissait autrefois. C'est-à-dire, il ne permet plus de distinguer le vainqueur du vaincu. Parce que le plus puissant perd toujours. Les États-Unis ont perdu toutes les guerres qu'ils ont menées depuis 1945, à l'exception des guerres menées sous mandat des Nations Unies. Et M. Netanyahou est en train de tout détruire autour de lui, et élargissant sans cesse le cercle de sa destruction, mais il ne parvient à aucun résultat. C'est-à-dire, il n'a pas enterré ni la question palestinienne, ni la question du positionnement du monde arabe dans le système international, et ainsi de suite. Et la Russie compterait, dit-on, près d'1 million de victimes dans la guerre menée contre l'Ukraine, hein, si on additionne les morts, les blessés, les disparus et toute forme de douleur que nous connaissons. Et pour faire quoi? Pour contrôler 18% du territoire ukrainien qu'il devait conquérir en 3 jours. Donc, je pense que les dynamiques sociales ne s'éteignent pas. Je pense que la force, hélas, ne s'éteint pas, mais elle est de plus en plus défiée et incapable. Et je pense donc que peu à peu, grâce à ce renouvellement de génération, grâce à cette découverte empirique de l'incapacité de la puissance et du coût et de l'inutilité des guerres, eh bien, il y a une bonne chance pour que cet esprit de paix se construise. On n'a pas le choix. Faire le monde aujourd'hui, vivre heureux dans le monde aujourd'hui, c'est construire la paix. C'est vrai, merci beaucoup. Parlons de l'énergie sociale. Vous avez intitulé l'un de vos derniers livres
une approche subjective des relations internationales. Ceci pour nous inviter à remettre l'humain avec ses différentes composantes subjectives, mémoire, culture, perception, émotion au centre de jeu. L'importance des relations internationales est également au centre des messages d'initiative et changement. Quelles seraient les démarches pour réhumaniser les relations internationales, construire l'énergie sociale et donner chair aux droits de l'homme? Alors, d'abord, l'énergie sociale, j'allais dire, elle ne se contrôle pas. Elle est liée à la souffrance, elle est liée à la colère, elle est liée aussi à la volonté. Elle est aussi l'expression, je dirais, de cette conflictualité pérenne qui marque notre monde et dont nous venons de parler. Donc cette énergie sociale, nous sommes bien d'accord qu'il convient de l'apprivoiser, de la pacifier, de la domestiquer, mais il faut bien comprendre qu'elle est inhérente au jeu banal de la conflictualité. Maintenant, vous avez raison d'aller au-delà, c'est-à-dire de poser la question de l'humanisation de la société et je dirais du système international. C'est ça le véritable problème. Et vous mettez le doigt sur quelque chose d'absolument essentiel. La paix commence dans les comportements sociaux. La paix, contrairement à ce que l'on a cru pendant des siècles et des siècles, ce n'est pas l'affaire prioritaire et encore moins exclusive des gouvernants. Parce que les gouvernants, ils ne savent pas gérer la paix. D'ailleurs, la paix les gêne. Ils savent gérer la non-guerre, c'est différent. C'est-à-dire arrêter les conflits quand ça les arrange de les arrêter, mais surtout de les reprendre quand ça les arrange de les reprendre. La vraie paix, elle est inhérente au jeu social. Et donc, elle ne se construit que par la formation, l'éducation. La base même de la paix, c'est l'éducation à la paix pour susciter des comportements sociaux de paix. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, j'ai toujours cru d'abord que le premier rôle revenait à l'école. Il faut apprendre la paix à l'école. À l'école, on vous apprend la guerre, on ne vous apprend pas la paix. On vous apprend Vercingétorix, Louis XIV, Napoléon, on vous apprend à jouer aux soldats de plomb. Il faudrait que tous les programmes scolaires soient réorientés du côté de l'apprentissage de la paix. Mais au-delà de ça, encore, il faut rendre la paix désirable, la paix aimable. Alors, si vous avez une éducation de paix, ça sera d'autant plus facile. Mais ça ne suffit pas. Il faut que la paix puisse aussi satisfaire vos besoins vitaux. Et combien d'individus, ça se voit notamment dans les nouveaux conflits en Afrique, s'engagent dans des formes nouvelles de guerre parce qu'ils trouvent paradoxalement dans celle-ci plus de protection sociale que dans la paix. Bref, la paix, c'est pas seulement la non-guerre. La paix, c'est construire un ordre mondial qui rencontre les besoins fondamentaux de l'humanité. Et aussi le droit d'être respecté, le droit d'échapper à l'humiliation. Il ne faut pas oublier que l'humiliation est génératrice des violences internationales les plus aiguës qu'on ait pu connaître. Merci pour votre réponse. Enfin, pour conclure cette entrevue, la dernière question serait: avec le déchaînement de violence amorcé le 7 octobre et les effets délétères de la coalition nationaliste au pouvoir en Israël, le mur qui sépare les protagonistes semble infranchissable. Une médiation internationale est demandée par les acteurs de bonne volonté. Selon vous, quelles seraient les caractéristiques et les conditions d'une conscience internationale retrouvée et d'une médiation réussie? D'abord, hélas, au Proche-Orient, la violence n'a pas commencé le 7 octobre. Elle a plus de 7 décennies d'âge. Alors, les événements du 7 octobre sont absolument atroces, tout le monde en convient, mais on ne pourra jamais les comprendre et donc les combattre si on part de l'idée facile qu'il n'y avait rien avant. Rien avant, c'était 7 décennies de souffrance, de privation, de mépris pour le peuple palestinien, autant de blessures
qui conduisent à la rage, et cette rage expliquant ce qui s'est passé chez cet homme. Donc il faut remettre les choses dans le contexte. Et il n'y a pas d'autre définition de la paix que la coexistence. C'est-à-dire, il n'y a pas de paix possible sans la volonté de coexister avec d'autres qui, par définition, sont différents de moi. La cité de l'identique, ça n'existe pas. C'est pas possible. Et heureusement, c'est pas possible. Parce que c'est dans la diversité qu'on trouve la richesse. Mais il y a des marchands électoraux, des apprentis dictateurs, des entrepreneurs de populisme qui viennent vous expliquer que l'idéal, c'est l'entre-soi. L'entre-soi, c'est source de la guerre, parce que quand vous pratiquez l'entre-soi, mécaniquement, vous enclenchez l'hostilité à l'égard de l'autre. Donc, si on retourne vers le Proche-Orient, il n'y a pas de paix possible sans coexistence. Et la coexistence, c'est quoi? C'est vivre ensemble. Et vivre ensemble, c'est quoi? C'est reconnaître à l'autre le droit d'être humainement, socialement, économiquement, culturellement et politiquement. Si vous ne reconnaissez pas à l'autre le droit d'être ce qu'il est politiquement, c'est-à-dire le droit d'avoir sa propre cité, vous êtes dans une situation que un auteur israélien, d'ailleurs, c'est intéressant à le noter, a appelé le politicide, c'est-à-dire assassiner le droit politique de l'autre. Donc, moi, vous savez, la médiation, tous ces termes, ça me laisse froid parce que je vois que ça n'aboutit que rarement. Et puis, c'est encore de la confiscation par quelques manipulateurs. Alors, quelquefois, des manipulateurs sincères, honnêtes et de vrais partisans de paix. Hein, je ne veux pas les dénigrer. Mais on a vu ce que ça a donné depuis 1945. Donc, ce qu'il faut, c'est passer par les peuples et convaincre les peuples qu'ils ont tout intérêt à reconnaître l'autre comme étant son égal. Ça demande un travail de persuasion. C'est vrai qu'en Palestine, on constate qu'en face, il n'y a pas beaucoup d'Israéliens qui, à en croire les sondages, sont favorables à la création d'un État palestinien. Donc, il est important de construire cet ordre, cette pensée de la coexistence. C'est ça, il n'y a pas d'autre définition. Bertrand Badi, il y a tellement de relances pour chacune des réponses que vous nous avez données que j'aurais aimé vous poser. Je suis sûre que mes camarades aussi. Un grand merci pour vos sages paroles que moi je serais très contente d'intégrer à notre présentation cet été. Merci à vous et merci pour ce que vous faites. Merci.